Avant de démarrer, un mot rapide pour remercier notre sponsor, Paperclub. Paperclub, c'est une plateforme de netlinking que vous pouvez utiliser pour acheter vos liens. On en reparle plus en détail au cours du podcast, avec une petite surprise pour vous. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Position Zéro, le podcast SEO. Je suis Lucas et je suis avec Thomas. Thomas, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien et toi hein, comme un petit vendredi matin, ça fait plaisir de te voir. Très bien. On précise pour les auditeurs qu'on tourne tous les épisodes d'un coup et là c'est vendredi matin, c'est notre dernier jour. On a 4 épisodes de podcast aujourd'hui. Notre invitée Amandine, bonjour, comment tu vas ? Salut à tous, ça va super bien. Hello Amandine, super. Tu t'en es renversé un peu, j'ai renversé un petit peu, j'ai vu. Amandine, merci beaucoup d'être là, ça me fait super plaisir. Je vais te présenter un petit peu, ça fait 7 ans que tu es d'une marque qu'on appelle aujourd'hui Perfect Draft, qui à l'époque s'appelait Saveur Bière, donc tous ceux qui achètent de la bière en ligne ont probablement déjà entendu parler de ça. Nous on se connaît parce que moi j'ai mon blog sur la bière et quelques sites sur le sujet, donc on a eu l'occasion de faire quelques petits échanges de liens. On a déjà bien travaillé ensemble. On a bien travaillé ensemble. Du coup, pour en dire un petit peu plus sur toi, tu habites à la campagne, à Aniche. Personne ne sait où c'est, mais c'est dans la région lilloise. Ah oui, mais bien sûr. Bah si, c'est absolument faux. Alors c'est bien paumé dans la Cambrousse. On adore les endroits paumés. Et c'est très bien. C'est mieux que Paris. Hein. Moi perso, j'ai horreur de Paris. Moi je préfère Aniche. Je peux pas vivre à Paris. Trop de métro, trop de monde, Il faut de la nature. C'est clair. Donc allons tous à Aniche. Et tu gères un réseau de sites internationaux sur 8 pays différents. Donc il y a les différents sites pour vendre de la bière en ligne. Et puis tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais tout de suite, je propose qu'on entre un peu dans ce qu'on appelle la marmite du SEO. Et je te laisse présenter ça, Thomas. Yes, jingle. Bien, la marmite du SEO. Est-ce que tu en as entendu parler là, de ce petit concept ? Peut-être que d'autres invités qui sont passés avant et qui t'ont échangé t'en ont parlé, mais c'est très simple. On aime bien le présenter comme ça, Astérix, Obélix, je sais pas lequel tu préfères. On va te demander comment tu es tombé dedans. Bon là pour le coup c'est plus Obélix. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un seul qui est tombé dedans. C'est vrai. T'as pas de moustache apparente, mais on veut savoir comment tu es, toi, tombé dans la marmite du SEO et surtout, pourquoi tu y es resté ? Alors... Quand j'ai débuté chez Saveur Bière, vu qu'avant Perfect Draft s'appelait Saveur Bière, j'étais chef de projet web. Et au bout d'1 an et demi à ce poste-là, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Et il y a aussi le fait que je suis quelqu'un de très ambitieuse. Et je voyais bien que les opportunités d'évolution, ça allait pas être pour moi, ça allait être pour mon binôme qui était plus senior dans le domaine. Donc je voulais quitter la boîte. Qui était un petit peu dommage parce qu'en soi, Saveur Bière, c'était un très très beau projet. J'adorais l'équipe, j'adorais ce qu'on faisait. Et c'est arrivé au même moment à peu près que les entretiens individuels. Et donc à mon entretien, on sort, Amandine, il y a Julien, le grand patron, qui va être là. Oh, j'étais là en grosse panique, en mode mince, moi qui voulais en plus demander une augmentation, ça va être compliqué. Oh no. Et en fait, c'était pas que pour faire mon entretien, c'était aussi pour me parler d'une nouvelle opportunité de prendre un poste de SEO manager parce que forcément on avait eu les investissements qui allaient avec, le business était bien développé et il était temps de prendre en charge le SEO. Et comme depuis quelques années j'étais déjà l'intermédiaire avec Azeox qui est l'agence SEO avec qui on travaille, petit coucou à Aurélien Bardon d'ailleurs. Ouais. On le salue. On le salue, ouais. Exactement. Et donc du coup on me l'a proposé et je savais pas trop quoi en penser, honnêtement. J'avais le droit de refuser. Ouais. Et pendant 1 mois, j'y réfléchissais. Au début, on me disait « Non, prends-le pas, parce que quand tu tombes dans le SEO, après, c'est difficile d'en sortir, tout ça. » Donc, j'étais plus partie pour un non. Et au final, comme c'était une période un petit peu creuse, où il n'y avait pas trop de projets ou quoi que ce soit en ce moment, j'avais beaucoup de temps. Et puis, je me rendais compte que, mine de rien, je m'y intéressais au sujet du SEO. Et puis, à côté de mon travail de chef de projet web, je commençais à faire des missions un peu contenues pour le SEO et technique. Puis, en fait, d'un moment, je me suis dit... en fait, les missions que je fais, c'est stylé et ça me plaît, donc il n'y a pas de raison que je dise non. Donc, un matin, je suis arrivée et j'ai dit à Mike et Julien, 10 heures dans cette salle, entre 4 murs, je vous donne ma réponse. Et de là, je dis, allez, ok, je prends le poste de SEO manager. Donc, je me suis retrouvée là, à ce poste-là, avec un site, avec des millions d'URL, quasiment aucune connaissance dans le domaine, quoi. Donc, il a fallu que je m'auto-forme comme je peux. Trop bien.
Et est-ce qu'il y a un univers du coup particulier dans le SEO qui t'a fait accrocher? Est-ce que c'est plus le pilier contenu, plus la technique, plus le Bah moi la je me suis tout de popularité? suite Qu'est-ce qui te plaît frottée dans au pilier technique Ok. en fait. L'un de mes premiers réflexes, ça a été de contacter Aurélien, notamment pour essayer de comprendre un petit peu mieux toutes les recos qu'il m'avait envoyées, qui m'explique aussi pourquoi il les avait fait, tout ça. Et donc forcément, quand on t'explique un petit peu les canonical, les redirections, tout ça, tu dis « Ah ouais, c'est tellement plus complexe que ce qu'on imagine ». Et c'est ça aussi un petit peu qui me plaisait dans le SEO, quoi. C'est challengeant. Et là, l'engrenage, il est lancé. Et Voilà, et là, c'est fini. Et là, t'es Et dans là, la je comprends potion, mieux pourquoi on m'avait dit tombe pas dans le SEO, après t'arrives pas à t'en sortir. Tombe Bah pas là, dans c'est la pareil, marmite. je suis tombée dans la marmite et j'en suis pas ressortie là. Quand t'as entendu C'est bon. canonical, tu sais qu'en général, c'est... C'est pas une marque de Non, vélo. j'ai très vite été mis dans le grand bain en fait, parce que forcément, jusque-là, il n'y avait jamais eu de SEO manager en poste. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques qui ont été faites en termes de structure, tout ça, et il a fallu tout redresser en Et un ça, an c'est de temps. un plaisir, Quoi. ça. J'avoue que c'est très plaisant et très formateur. Ouais. Et c'est quoi un petit peu les premières tâches que tu as mis en place du coup à l'époque quand tu as commencé à être SEO manager? Mettre des meta-titles à toutes mes pages. Ah, c'était pas le cas encore. C'était pas Ok. le cas. Ne serait-ce qu'au moins un meta-title unique par URL, parce que j'avais énormément de duplicate content partout. Après, tout ce qui était pareil en termes de contenu, renforcer un petit peu tout ce qui était le contenu transactionnel, les contenus commerciaux, donc ça va être sur les pages produits, les pages listes, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de taf là-dessus la première année. Bon, on reparlera de tout ça de toute façon dans la partie pain de la planche, enfin pain sur la planche, qui est dédiée à ça, hein, tes journées, toi, de Head of SEO, ton quotidien et ce que tu fais. Mais avant ça, il y a une dernière question que j'avais envie de te poser, que j'aime beaucoup poser à nos invités sur ce podcast. C'est toi, là, depuis, si tu repenses, depuis le début que tu fais du SEO, si tu devais me donner ton meilleur souvenir, celui dont tu te rappelles le plus, qui t'a vraiment marqué dans la sphère du SEO, que ce soit de près ou de loin. Je pense que c'est à la vue des résultats d'une certaine stratégie. Donc il y a 2 ans, on a développé une stratégie autour de la bière sans alcool. Donc je pense que c'est la première fois que je voulais vraiment monter ma stratégie de façon aussi travaillée. C'est-à-dire que d'habitude, je faisais ma liste de mots-clés, tout ça. Là, je voulais vraiment analyser, d'où je pars, quels résultats j'ai déjà et jusqu'où je peux aller pousser au max ma visibilité. Et au final, donc on a vraiment fait tout point par point avec mon assistante à l'époque. Et on est arrivé à plus 35% de visibilité sur la thématique en tout. Tous les mots-clés positionnés en top 10 et tout. Donc là, tu dis, waouh, la victoire. Parce que, Luca, tu le sais toi-même, le monde de la bière, c'est très concurrentiel sur Google. Donc, pas toujours évident. Totalement. Et puis, en plus, sur la bière, on est sur un monde où, moi, je connais pour avoir fait, en plus, les différentes étapes, un peu de vente en ligne avec une marketplace, un peu de vente chez les professionnels. Et en fait, c'est sur un milieu où tu dois quand même faire du volume parce que les marges sont très faibles, notamment si on compare à un SaaS, un software as a service ou autre. Et donc, clairement, tu as besoin d'atteindre le maximum de positions, de top positions et d'augmenter ta couverture de mots-clés, quoi. Et ça, c'est un truc aussi, c'est vachement intéressant. Ça revient souvent dans les différents podcasts. Qu'un des meilleurs souvenirs, c'est ce moment où tu as cette adrénaline avec un peu, la courbe qui monte. Ouais. Encore plus quand c'est sur du mot-clé transactionnel, tu vois que tu augmentes les ventes, et tout. Et ça, c'est assez incroyable, quoi. Grave. Ouais. Pain sur la planche. Ouais, et du coup, juste une petite précision peut-être pour les personnes qui nous écoutent. Du coup, effectivement, donc Saveur Bière, Amandine. Moi, je connais bien le site, je l'ai pas mal poncé, donc on va pas mal travailler ensemble. Bien sûr, c'est pas que de la vente en ligne de bière. Il y a bien sûr, dans la bière, déjà, il y a grande variété. Il y a les bières sans alcool, il y a les tireuses à bière, il y a les calendriers de l'Avent avec une bière par jour. Il y a tout un setup de produits. Donc sur un site e-commerce, ça te fait déjà un gros site. Du coup, pain sur la planche. Donc ça, le principe, donc c'est notre deuxième section. Le principe est tout simple, c'est on veut un petit peu savoir comment se passe ta journée. Tu vois, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives le matin en tant que SEO manager, qu'est-ce que tu fais ensuite, tu fais une veille, voilà, tu vas nous raconter tout ça. Et du coup, c'est quoi une journée SEO dans ta boîte chez Perfect Draft, Amandine? Alors là, une des premières choses que je fais en commençant le matin, c'est regarder
mon board sur Notion pour voir un petit peu toutes les tâches qui sont programmées. Voir également ce que mon assistant il a programmé, c'est-à-dire que je lui ai énormément délégué toute la partie contenu rédactionnel en France. Tout ce qui est européen, je l'ai quand même gardé pour moi. Donc vérifier où est-ce qu'il en est un peu dans ses stratégies, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que le gestionnaire de campagne marketing m'a communiqué, tout ça. Et ensuite, je m'attelle à mon gros projet du moment, qui est une migration de nom de domaine. Très très compliqué. Déjà, Voilà. moi j'ai une petite goutte dessus sur le front. Ouais. Là, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. En gros, donc pour expliquer un peu le contexte, donc Saveur Bière a été racheté et depuis a fusionné avec d'autres entités pour devenir Perfect Draft. Donc de là, on a arrêté un certain nombre d'activités pour se recentrer un peu plus sur tout ce qui est fût et tireuse à bière de la marque Perfect Draft pour une question de rentabilité parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est très difficile de faire de la marge sur de la bouteille et de la canette à l'unité. Et suite à ça, forcément, on doit changer d'identité. Saveur Bière n'est plus vraiment Saveur Bière vu qu'on ne vend plus de bouteilles, de canettes, de tout ça. Donc on est en train en ce moment de préparer notre communication, notre nouveau branding et on est en train de migrer les sites un à un. Donc, Saveur Bière ne va pas encore migrer tout de suite, mais là pour le moment on commence à migrer les sites européens. Donc là il y a quelques semaines, fin janvier, on a migré les sites Opt qui maintenant sont devenus perfectdraft.com et là maintenant on s'attaque au site anglais Biroc qui va devenir également perfectdraft.com. Super. Tu peux nous dire un peu les challenges que c'est, une migration comme ça pour la partie SEO, pour raconter un petit peu ? C'est hyper stressant parce que, et c'est un peu ce que l'agence me disait quand on a préparé la première migration, donc du coup c'était pour le site belge, tu as 99% de la réussite de ta migration qui repose sur la préparation, où tu dois vraiment bien t'assurer que au niveau structure, ça va être identique ou mieux. Au niveau contenu, pareil, parce que du coup, on doit préparer des plans de redirection, mais ça se compte en milliers d'URL. Je prends des semaines entières à bien redéfinir quelle URL est redirigée vers telle URL. Et du coup, forcément, chaque redirection, ça doit être parfaitement équilibré. C'est-à-dire que je dois retrouver la même thématique, le même contenu, réfléchir à chaque source de trafic, comment la rediriger au mieux en fonction de l'intention de recherche. Donc tout est finement pensé. Sur le plan, c'est vrai que c'est hyper important. D'où, je le répète, pour les auditeurs et les auditrices qui nous regardent, c'est très important de bien préparer sa migration et attention aux fausses idées reçues. C'est pas parce qu'on fait une migration qu'on va baisser nos résultats SEO. Moi, dans la plupart des cas, sur les personnes que j'ai accompagnées, quand la migration est bien mise en place, souvent les résultats SEO décollent même. Donc c'est vraiment une question de bien planifier ce qu'on va faire, comment on va mettre en place nos redirections. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le site allemand, où lui, on n'avait pas de bouteilles et de canettes dès le début, donc au final le site a pu totalement migrer en un seul coup sur perfectdraft.com et au final la migration a été super rapide. Yes, et t'as dit un point intéressant aussi pour nos auditeurs, le fait de bien faire vos redirections 301 sur des ressources qui sont liées et qui sont thématisées par rapport à celles que vous avez avant. Par exemple, j'ai un exemple tout simple, vous avez deux formations, une formation e-commerce, une formation dropshipping, vous décidez de supprimer la formation dropshipping, et bien là vous la redirigez vers la formation e-commerce qui est potentiellement la plus liée. Quand vous n'avez pas de ressources liées ou un article de blog que vous dégagez ou autre, vous pouvez le trouver le plus lié sur votre blog, mais quand vous n'en avez pas, dans ce cas-là, on recommande de rediriger vers la homepage, qui est la base. Alors, faut quand même faire très attention. Moi, très souvent, c'est un peu la bêtise que j'entends le plus dans mon entourage chez Perfect Draft, mais en même temps, ils sont pas forcément SEO. Il y en a plein qui me disent « Mais pourquoi tu te casses autant la tête à rediriger tout, à prendre 2 semaines comme ça pour faire un plan pour un site? Pourquoi tu rediriges pas tout vers la homepage ?» Non, c'est mais parce dangereux. que c'est hyper dangereux. Théoriquement, par rapport à Google, c'est comme si ça correspond à une 404, quoi. Ouais, faut le faire vraiment vous de perdez temps tout. en temps. Quand tu mets la base, c'est vraiment de thématiser tes redirections. Et ça, c'est pour montrer à Google que tu renvoies le jus que tu as eu auparavant sur une page qui est pertinente, en fait. Et c'est tout.
Et c'est vrai que tu vois, ça part d'une idée de base un peu branding, c'est-à-dire tu changes ta marque, donc tu te dis on va changer notre nom de domaine, Ouais. mais en réalité derrière tu as toute une question SEO qui est peut-être même le sujet le plus lourd quand tu fais un changement de marque. Ouais. Et toutes tes URL, elles ont des liens depuis d'autres sites, elles ont des liens depuis ton propre site. Et effectivement, si tu fais pas attention et si tu le fais pas avec, si tu n'es pas minutieux en faisant ta migration, ça peut être ultra dangereux. Et Il y a la question il y a la question de l'organisation de la migration, mais il y a aussi la question de post-migration, où je suis notamment en train de travailler dessus. C'est aussi mettre à jour tous les liens, parce qu'il y a certaines pages que tu n'as pas forcément migrées. Il y a aussi la question du sitemap qui est super importante. Il faut un peu tout recommencer, s'assurer que tout est OK. Regarder aussi qu'il n'y ait pas eu d'erreur en cours de route. Donc c'est super important. Quel genre d'erreur? Alors par exemple, chez nous, j'ai constaté que j'avais certaines pages qui n'avaient pas le même title que la page initiale. Alors que théoriquement, c'est censé être basé sur exactement le même back-office. Donc ça ne faisait pas sens. Et en fait, on a découvert qu'ils avaient en quelque sorte dupliqué le back-office. Donc on avait un back-office dédié à Saverbear, un autre dédié à Perfect Draft. Et ils n'ont pas branché le bon back-office. Donc du coup, c'était pas les mêmes meta-titles et meta-descriptions qui remontaient. D'accord. ça peut être fatal, ça. Ça peut être très fatal, Ouais. mais Ok. heureusement, c'est le premier réflexe. Tu sors d'une migration, paf, tu lances un bon crawl, tu vérifies tout ça. Ok, ça va pas, je contacte l'équipe technique en urgence. Ok, vous me corrigez ça, je vous donne 24 heures. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être pour les auditeurs, deux questions, deux, trois critères à surveiller quand tu fais une migration? Et deuxième point, quel outil tu utilises pour... tu parlais de crawl et autres, quel outil tu utilises? Alors pour le crawl, je vais utiliser SEO Screaming Frog ou OnCrawl. Pour T'as un fan ici. C'est l'un ou l'autre. Moi, j'aime bien aussi utiliser SEMrush parce que tu peux paramétrer pour en avoir un toutes les semaines et puis ça te montre bien toutes les erreurs graves, celles qui sont un peu moins importantes, tout ça. Donc, j'aime bien aussi avoir un crawl en support de SEMrush pour me remonter un petit peu toutes les erreurs d'un coup et que derrière, je puisse tout envoyer en batch en ticket à l'IT. OnCrawl un petit peu, non? Tu utilises? Nous, on est un peu limité en termes de budget outils, donc du coup, c'est vraiment SEO Screaming Frog. Généralement, c'est ce que nos invités recommandent. OnCrawl pour des gros sites. C'est vrai, par expérience, Screaming Frog devient très vite limité quand on a beaucoup de pages. Donc après, je sais pas si vous c'est le cas, mais si vous avez beaucoup de pages, c'est vrai que là, on voit les limites dans l'analyse sur Screaming Frog. C'était le cas. Là, c'est vrai que on a quand même fait bien le tri avec en réduisant tout ce qui était bottles and cans. Donc, et après, la plupart des crawls que je demande, quand je sais que c'est vraiment un crawl complet, je préfère passer quand même par l'agence pour les demander. Ok, par l'agence directement. Voilà. Ouais. Où là, je suis sûre au moins que j'ai bien tout au complet. Ça, c'est intéressant parce que du coup, tu bosses en collab avec une agence SEO. Je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui nous regardent, qui bossent avec des agences SEO. Je pense qu'une question intéressante, ce serait de demander comment bien gérer une relation avec une agence SEO et comment mettre cette agence au service de tes résultats, de la performance de votre site. Comment vous gérez au mieux cette relation pour pas que ça soit pas inutile, mais pas forcément pertinent, qu'il n'y ait pas forcément de résultats et qu'au final tu cherches à changer d'agence. Et là, j'imagine que ça fait combien de temps typiquement que tu bosses avec la même agence? Avec Azeox, ça fait au moins 5 ans qu'on Donc ça veut bosse dire que ça se ensemble. passe bien. Et on aimerait savoir pourquoi ça se passe bien. Ça se passe bien. En fait, je pense que le plus important pour bien travailler avec une agence, c'est de toujours bien cibler le début de ton besoin. Pourquoi tu as besoin d'une agence? Est-ce que c'est pour avoir un support technique? Est-ce que c'est pour avoir de l'aide sur l'axe contenu ou sur la popularité? C'est quoi vraiment ton besoin par rapport à l'agence? Comme ça, dès le début, tu sais exactement qu'est-ce qui va être délégué à l'agence. Nous, avec Azeox, c'est vraiment pour avoir un peu d'aide sur le support technique, parce que c'est là où Azeox est vraiment bien, c'est que Aurélien, il a un background technique de malade. Donc je sais que des fois, parce que la technique, c'est un axe qui est tellement compliqué, que des fois, tu as peur de faire une bêtise. Et on sait très bien que sur cet axe-là, la moindre connerie, elle peut te coûter cher. Donc j'aime bien avoir Aurélien en support toujours. Très souvent, ce que je lui demande, je lui fais toujours une supposition de « Ok, moi, j'agirais comme ça. Est-ce que j'ai raison d'agir comme ça ?» Très souvent, oui, c'est le cas. Des fois, il vient compléter un petit peu mon argument.
Mais c'est surtout pour ça. Support technique et quand on a un peu de budget débloqué, je lui délègue aussi toute la partie popularité qui est pas franchement ma tasse de thé. Donc c'est toi qui prends les décisions et eux, ils viennent plus en support pour te dire ok, est-ce que tu penses que c'est la bonne chance? Est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas ajouter ça? Au final, peut-être qu'on devrait... Donc c'est vraiment plus un support que eux qui te donnent véritablement le cahier des charges à appliquer en études, et ça c'est plus ton rôle. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il faut faire attention, il y a peut-être des personnes qui ont pu se faire avoir par certaines agences. Alors, pas toutes, hein, parce qu'il y a énormément d'agences très qualifiées, hein, on pourrait en citer plein, mais globalement, on peut se retrouver. Moi, j'ai certaines personnes qui m'ont dit parfois, oui, bah, j'ai bossé avec une agence et on m'a envoyé une liste de 200 mots-clés à couvrir, une liste de 200 erreurs techniques à jarter, une liste de tant de sites à contacter pour aller chercher des backlinks. Et après, on n'a plus rien, tu vois, en mode what's next. Je me retrouve face à une montagne et je sais pas comment l'aiguiser, je sais pas par où la prendre, versus les bonnes agences finales qui priorisent les chantiers, de se dire ok, on a 12 mois, ce mois-ci on va faire ça, tac 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 tac, le mois prochain tac 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 tac, et au moins tu sais qu'à la fin des 12 mois, bah, tout a été fait, tout a été killé et tu sais où tu vas avec une vraie vision, tu vois, plutôt que de recevoir des listes d'audits, de machin. Effectivement. Ouais. Après, ça dépend de l'organisation que tu as avec ton agence. Il y en a qui fonctionnent au forfait, où tu sais que ils travaillent 2 ou 3 jours par mois pour toi, et du coup, bah, tu sais que tous les mois, tu vas recevoir quelque chose. Il y en a d'autres où, oui, comme tu le dis, ils envoient la sauce, et puis après, tu te retrouves un petit peu en mode, ok, comment je fais pour appliquer tout ça? Et je pense qu'effectivement, un des secrets aussi, c'est d'être là pour une relation de long terme. Là, ça fait 4 ou 5 ans, je pense qu'il y a une super confiance entre toi et Aurélien, et voilà. Qui n'est pas forcément le cas avec d'autres agences, parce que je ne travaille pas qu'avec Azeox, on travaille également avec d'autres agences SEO pour l'international. Donc on travaille avec Tribal aux Pays-Bas, avec Netting en Italie. On a travaillé aussi avec Duke & Grace sur la Belgique. J'en connais aucune. C'est normal, c'est des agences locales, typiques de là-bas. C'était aussi un petit peu le but de notre stratégie, c'est-à-dire que comme on veut vraiment être positionné sur des pays européens, on est allé chercher du local parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Quand tu veux vraiment réussir à te positionner et à t'adresser correctement à ton audience, il faut un natif derrière pour bien faire les choses. Et eux, ils étaient surtout là pour m'accompagner sur le levier contenu. Ouais, superbe. D'ailleurs, SEO international, grosse spécialité d'Amandine. On en reparle dans la dernière partie du podcast, la crème de la crème. On a préparé des belles questions pour avoir des bonnes idées pour les auditeurs. Mais du coup, deux points. On parlait de migration. Je sais aussi qu'il y a un outil qui s'appelle Swan, il me semble, qui a été créé par Patrick Valibus, qui est le fondateur d'une agence qui s'appelle 410 Gone. Personnellement, à Lyon, exactement. Que je n'ai pas testé parce que moi, les migrations, je les fuis en général. Mais en tout cas, tous les SEO qui l'ont testé m'ont dit qu'ils avaient senti une vraie différence et que ça avait simplifié un peu leur boulot. Et du coup, je pose la petite dernière question avant de lancer la roulette. Un petit coucou avant à Patrick Valibus, parce qu'il fait vraiment des contenus de tueurs sur LinkedIn. Si vous voulez vraiment suivre un mec concret en termes de SEO, c'est Patrick Valibus, les gars. Il est très bon. Et du coup, quel est l'outil dont tu ne peux pas te passer en SEO? SEMrush. SEMrush, ok, Team SEMrush. Ouais, c'est Team Href pour le coup. Mais... de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre en général. Ouais, on a les deux. Mais... quand j'ai commencé, la société avait déjà un compte SEMrush. Donc, j'ai pas trop cherché. Je me suis vite approprié l'outil et je trouve qu'il est très complet. Donc, non, je pourrais pas me passer de SEMrush. Qu'est-ce qu'on est habitué. C'est une question d'habitude. Tu vois, je crois qu'hier, on a invité, ça faisait 7 ans qu'il est sur un outil. Donc, t'as pas envie de trop de changer, t'es habitué, tu vois, tes routines, tu sais où tu trouves les trucs. Et puis, de toute façon, il n'y a pas véritablement un qui est vraiment mieux que l'autre. Tu vois, c'est globalement les mêmes choses. Il y a plein de features qui sont très similaires. Voilà, c'est plus une question d'expérience et de ce que toi aussi tu préfères. Il y a quelque chose qui vont changer, mais... Totalement. Et tu utilises quelle fonctionnalité tu utilises du coup dans ta semaine sur SEMrush? Le position tracking, énormément dans mes projets pour pouvoir suivre tous les mots-clés que j'ai décidé de suivre. La partie technique crawl. L'organic search pour avoir une vue de tous les mots-clés par rapport à mon site ou par rapport à un sous-domaine, une page bien précise. Ça permet par exemple, quand tu as optimisé une page, de voir un petit peu si tu as réussi à optimiser un peu ta visibilité, ton positionnement, tout ça. C'est vraiment ces 3 pages-là que j'ai vraiment majoritairement utilisées. Après, évidemment, oui, des fois, je vais aller utiliser un peu tous les outils autour du
de l'optimisation contenu dans la partie marketing. Il y a aussi les outils par rapport à la popularité, avec l'authority score, tout ça. Mais c'est vrai que SEMrush, pour moi, c'est plus l'axe contenu que je veux bien travailler avec. Très bien, très bien. Et ben on va lancer la roulette, du SEO. SEO. On a un petit chapeau pour toi. Le concept est tout simple. Très Tu simple, tires un papier dedans. Je vais les Et mélanger. il y a des questions dessus et puis on te laisse répondre. Je les mélange, qu'il y a eu des questions qui Ouais. retombent souvent là. On en a un peu marre, c'est toujours les mêmes questions. Du coup, on veut un peu. Du coup, je Donc, c'est je moi dois qui l'ai piocher. déjà posé. Donc, théoriquement, je dois piocher sur le dessus ou Tu sur pioches le où tu dessous veux. Non, Tu là, choisis. vraiment. Voilà. Allez, celui-là qui est devant moi. Alors, ta dernière expérience Black Hat. Ah, celle-là, ça fait Ah longtemps oui. que je voulais la voir tomber. Elle est tombée une fois, je crois, il me semble. Non, je crois pas. Ah, ok. Ouais, je Ok, crois pas, ok. je crois pas. Alors, chez Saveur-Bière, enfin sur Saveur-Bière, on a dû mettre en place de l'obfuscation de liens. Pour la simple raison que donc, quand je suis arrivée au poste de SEO manager, il n'y en avait pas eu jusque-là. Donc, il y a énormément d'erreurs techniques qui avaient été faites, et notamment d'architecture. Et nous, sur nos pages listes, quand on sélectionne un filtre, la gestion, elle n'est pas faite en paramètres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit point d'interrogation avec derrière la suite de l'URL qui, derrière, du coup, renvoie en canonical et vous évite le duplicate content. Tu peux rapidement expliquer ce que tu viens de dire pour les auditeurs, parce qu'il y a eu plein de termes techniques, Ouais. peut-être. Le point d'interrogation, à quoi il sert, la canonical, qu'est-ce que c'est Et pour même essayer- l'offuscation. Ouais, peut-être, après l'offuscation aussi, Ouais. juste pour clarifier et que tout le monde reste sous la même longueur d'onde. Alors, pour commencer, l'offuscation de liens, ça sert un peu à empêcher Google de voir ces liens-là. Donc, elles vont pas être les liens. Donc, en HTML, on sait très bien que c'est avec la balise A, tout ça. Là, on va supprimer la balise A. Le lien va être généré via du JavaScript. Donc, l'utilisateur pourra toujours y accéder, mais pas le moteur de recherche. C'est un petit peu le but. C'est-à-dire que ça doit quand même rester fonctionnel pour l'utilisateur. Par contre, il faut aussi que ça serve notre SEO et que du coup, le moteur de recherche ne tombe pas dessus. Donc en fait, c'est une façon, pour moi, d'optimiser mon crawl budget, qui est un peu limité. Donc le crawl budget, c'est un peu la capacité qu'a un bot de parcourir l'ensemble du site et de prendre en considération tous les URL. Il est un petit peu limité dans le temps. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas combien d'URL, sauf que Saveur-Bière, du coup, avec ce système de génération d'URL à cause des filtres, parce que à chaque fois qu'on rajoute un filtre différent, et il y en a quand même une grande variété, ça génère un nouvel URL. Donc ça fait que j'ai des millions et des millions d'URL avec des structures très différentes chacune. Donc du coup, histoire d'éliminer ça, je ne peux pas passer par le robots.txt, et j'ai été obligée de mettre en place cette technique. Ok, très bien. Ouais. Ouais, il y a une Super question aussi qui intéressant. tombe Ouais. souvent, c'est no-index versus obfuscation. Comment toi tu répondrais pour nos auditeurs à cette question? Alors moi, c'est pas... Pour moi, le no-index et l'obfuscation, ils agissent pas au même niveau. C'est-à-dire que le no-index, il agit sur l'indexation et pas le crawl. Que l'obfuscation de lien agit également sur la crawlabilité et donc par défaut aussi l'indexation. Donc pour moi déjà, l'une technique ne peut pas équivaloir à l'autre, déjà. Après, dans mon cas, le no-index, c'est très difficile à mettre en place parce que comme je travaille dans une grande structure, je suis toujours obligée pour ce genre de choses-là de passer par l'équipe technique qui, elle, a également énormément de projets à prioriser. Donc le SEO, c'est pas toujours la priorité. Donc eux, si je commence à leur dire mets-moi un no-index sur cette URL-là, ils grimacent un peu. Parce que eux, soit c'est un batch de typologie de page où tu mets ça en un coup, soit c'est rien du tout. Donc très souvent, un no-index, moi malheureusement, je peux pas trop. Ouais, donc là t'avais obfusqué combien de pages à peu près? Ça se compte pas. Ouais. C'est rien que sur les pages bouteilles, parce que du coup j'avais un outil qui me le permettait. À l'époque où j'avais pas autant de filtres, j'en avais offusqué 23 000. Ok. Et ça s'est ressenti en perf du coup directement? Directement. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ok. Ouais.
Ouais. On a une très grosse hausse d'indexation de pages, parce que forcément, vu Google ne perd plus son temps à crawler celle-là, il en crawl d'autres. Il réduit son budget. En fait, sinon, il dépense son budget sur des trucs qui sont pas forcément utiles pour le SEO, alors qu'elles restent quand même utiles pour l'utilisateur. Exactement. Donc on lui dit d'aller vraiment sur ce qui sert, sur ce qui est pertinent, et d'envoyer le jus là-dessus. Et là, c'était vraiment pas pertinent du tout d'envoyer du jus sur ces pages-là. Imaginez un peu, c'est comme si je disais, alors je vais envoyer du jus sur la page bière blonde, légère, volume 33 centilitres, goût biscuité et gourmande. Bah non, en fait, il n'y a personne qui cherche ça. Voilà, là, c'est même plus de la long tail. Ouais. Donc, dans ces cas-là, bon, bah voilà, c'est tout. Offuscation de liens. Donc, Super. Bon, j'en suis pas hyper fière d'avoir eu à utiliser ce genre de technique-là, mais bon. Après, c'est pas 100% black hat. Voilà. Il y a les avis, c'est les gris. avis divergent aussi de l'offuscation. Voilà. Ce qui ressort le plus souvent, quand même, c'est de. Les amis, ça sert à rien de faire de l'obfuscation cache directement, surtout quand on a des petits sites. Vraiment, c'est non. last option. Faut pas. C'est pas parce que on le voit quelque part on a vu des posts ou autre en disant que ça peut augmenter le ranking que c'est quelque chose à forcément utiliser. Donc renseignez-vous bien sur le sujet avant de faire le moindre chose liée à l'obfuscation. Non, en général, sur les petits sites, c'est complètement gérable via le robots.txt, donc il n'y a pas besoin d'en arriver là. Et même les petits sites, parfois, t'as aucun problème d'indexation. Ouais, quoi. c'est ça. Si t'as 100 pages, voilà, tu peux pas aller dans ces trucs-là, totalement. En revanche, effectivement, dès que tu commences à avoir un gros site, surtout tu pour dépasses l'e-commerce, les milliers de ça arrive pages. souvent en e-commerce ou parfois aussi pour les sites qui ont des parties app. Tu vois, d'obfusquer la partie app parce que du coup il y a plein de connexions, mais c'est uniquement pour les personnes payantes, donc ça attire du trafic où il n'y a pas forcément d'intérêt pour le SEO. Donc on va rediriger le trafic vers ce qui compte, vers le blog, vers les contenus, vers les pricing, etc. Allez, papier suivant. Très très bonne réponse là. Je dois en piocher combien comme ça 3. Alors, Your Text Guru ou SEO Quantum? Elle a que des trucs qui sont pas tombés depuis tant qu'on mieux, tourne le c'est qu'il a- podcast. c'est qu'il a bien mélangé. D'ailleurs, on salue les deux créateurs du coup qui sont deux amis d'ailleurs, les frères Perronnet du côté de Your Text Guru, qui est un outil français, et du côté de SEO Quantum, l'ami Anthony Téché. Salut à vous les gars et j'espère que vous nous regardez. On te laisse répondre. Alors, moi, je suis ni l'un ni l'autre. Ok. Alors, je connais quand même Your Text Guru. Mais pareil, comme je l'ai dit, je suis assez limitée en termes de budget. Donc je dois être assez maligne et faire pas mal de veille pour essayer de trouver des équivalents. Et du coup, nous, on utilise l'extension Chrome Tot. Ouais, toi, t'es de Paul Grillet, j'ai fait une vidéo avec lui. Coucou Paul. J'ai fait une vidéo sur YouTube, rédaction SEO, est très sympa. Salut Polo. Il est top. Paul qui a créé du coup une extension Chrome qui s'appelle TOT, THOT, on mettra le lien dans la C'est un description. équivalent de Your Text Guru. Et voilà, qui va quand tu as une page, qui va te faire des recommandations sémantiques, c'est-à-dire tu as une page pour viser tel mot-clé, lui il va te dire, idéalement, il faudrait aussi mentionner cet autre mot, qui sont un petit peu liés sémantiquement. Ouais. Et qui est gratuit d'ailleurs sur l'extension avec une version payante. Ouais, une version payante pour aller plus loin Il sur y a les la première duplicates, version du coup qui est gratuite et après il y a une version qui elle est payante. Mais même déjà la version de base qui est gratuite, elle est très très bien. Mais c'est vrai, non mais vraiment gros quick win sur certains articles, quand vous avez par exemple des articles qui arrivent en position 4-10 et vous voulez aller chercher encore plus de potentiel dessus, utilisez un TOT, un Your Text Guru, un SEO Quantum, c'est hyper bien. Typiquement Your Text Guru sur 3 points. L'optimisation sémantique en suivant des courbes d'optimisation selon le champ sémantique vu par Google autour de ce mot-clé. Déjà, on a les rapports de la concurrence, donc on peut déjà aller chercher une bonne base d'opti. Ça va vous dire quels liens internes sont les plus pertinents pour chaque page. Donc là, on va encore une fois muscler le maillage interne. Et ce que j'adore sur Your Text Guru, très sous-côté, c'est l'outil de suggestion des mots-clés. Vu que ça reste une machine learning, plus on lui donne de la matière, plus il va nous suggérer une tas de mots-clés hyper intéressants pour compléter son audit sémantique. Et c'est vrai que des fois, des petits quick wins, boum, t'as un article, tu passes sur TOT, sur Your Text Guru, sur SEO Quantum. Il y a .fr aussi. One.fr, je l'utilisais totalement. à l'époque, mais moins complet quand même, je trouve. Beaucoup trop généraliste. Quand j'ai commencé, on utilisait .fr et j'ai très vite arrêté parce que tous les contenus généralistes, on les avait faits, on passait à du spécifique. Donc quand on doit écrire des textes sur la brasserie Omnipolo... Très bonne brasserie d'ailleurs. Excellente.
forcément, c'est C'est un plus... podcast de bière. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le côté sémantique. Moi, j'avais un article sur mon blog sur le gin pour viser le mot-clé cocktail gin. Donc, j'avais une quinzaine de cocktails, voilà. Et mot-clé assez concurrentiel où à côté de moi, il y avait des Marie Claire, il y avait ce genre de site. Et moi, j'étais en deuxième page. Et du coup, j'ai fait vraiment avec un ami. Alors, on a pris vraiment les mots-clés que nous conseillaient tous les outils. Il n'y a rien qui est passé à la trappe. Et du coup, effectivement, sur un cocktail dont je parlais, qui est le Dry Martini, qui est le cocktail préféré de la défunte Elisabeth II. Moi, je ne mentionnais pas l'Elisabeth II. Et du coup, c'est un exemple, hein, il y a plein d'autres mots que j'ai ajoutés là-dedans. Et j'ai ajouté une trentaine de mots un petit peu dans mon contenu comme ça pour optimiser la sémantique. Et avec un tout petit site qui n'a quasiment aucune autorité, j'ai réussi à aller un petit peu sur la page 1. Donc effectivement, ça marche. Alors, je vais pas vivre de toute façon les cocktails, quelqu'un qui cherche les cocktails, c'est quelqu'un qui veut des idées et voilà, ça va pas me rapporter d'argent derrière, mais voilà, toujours test and learn en SEO et encore un bon exemple. Les fameuses entités nommées, hein, les amis, c'est très très important d'aller chercher les mots qui gravitent autour du sujet, même s'ils sont pas clairement liés au champ sémantique, il y a plein de choses utiles à aller chercher sur ces outils comme ça, donc go, on vous mettra les liens dans la description. Et puis troisième papier. Hein. Allez, the last one. Encre de lien optimisée ou naturelle? Donc peut-être rappeler les encres de lien et la différence entre le lien optimisé et naturel si tu veux. Après c'est pas forcément un VS, hein, tu peux... ça peut être les deux. Ça fait... Moi je suis les deux. Tu peux nous parler de quel pourcentage, si tu as des tests, si tu as quelque chose à recommander. Alors c'est vrai que pour tout ce qui va être en maillage interne, donc tous les liens qui vont être à l'intérieur de mon site, c'est vrai que j'ai énormément tendance à mettre des encres de lien optimisées. Donc les encres de lien, c'est le mot-clé sur lequel vous placez votre lien. Et du coup, ça donne une indication à Google de dire un peu « la page sur laquelle je renvoie, elle parle de ça ». Naturel, en général, ça va être un petit peu plus... ça va être placé sur une encre un peu plus générique, comme par exemple, on peut renvoyer sur saveur bière directement, alors que ça va être un lien sur un article ou un produit très spécifique. Donc ça va pas forcément coller directement à la thématique. Encre naturelle égale encre de marque, hein. Globalement. Très souvent. Très souvent, ouais. Donc moi, en maillage interne, c'est vrai que je fais quand même beaucoup d'encre de lien optimisée, parce que pour moi, quand je construis mes stratégies éditoriales, pour moi, ça fait sens de faire ça comme ça. En revanche, c'est vrai que quand je travaillais un petit peu plus sur tout ce qui était backlink, échange de liens, tout ça, très souvent, je demandais allez, peut-être quoi on va dire 40% d'optimisé et 60% de naturel, pour pas non plus que ce soit trop visible auprès de Google, quoi. Trop flag, ouais. Exactement. Ouais. Non, très intéressant. Ouais. Bien penser aussi, les amis, sur le blog, à varier vos encres de liens optimisées et aller aussi sur du semi-optimisé, parce que, un exemple tout simple, si vous mettez tout le temps la même encre optimisée vers, je sais pas, sur une page, je sais pas, fuite bière, Google au bout d'un moment va saturer et va le voir comme un lien unique de manière éditoriale. Et c'est pour ça que c'est très important de varier ces encres de liens avec des variations pour aussi augmenter sa couverture sémantique aux yeux de Google, ce qui est très pertinent et ce qui nous évite les pertes de de jus. toute façon, en général, quand on rédige nos articles, on essaye déjà de varier les expressions. C'est très rare qu'on va utiliser tout le temps les mêmes mots-clés, les mêmes longues traînes. Donc déjà là-dessus, normalement, tes encres de lien, elles sont censées varier quand même, quoi. Totalement. On l'espère. On espère que vous faites bien ça aussi. Voilà, faites bien ça, variez vos encres. Ne faites pas comme moi d'ailleurs. On a tous fait des erreurs. Dans la bière, on est parfois un peu bourrin sur certaines choses. Et du coup, petite dernière partie. En plus, on l'a déjà un peu teasé, donc on va parler de la crème de la crème. Crème de la crème, on va s'intéresser à plus près sur toi, tes spécificités. Donc tu nous avais envoyé un petit peu par mail ce que tu aimais. Du coup, on a préparé 5 questions à te poser aujourd'hui. Et la première tout de suite, comment toi, parce qu'on en a parlé un petit peu au début, SEO à l'international, comment toi tu adaptes, et aussi avec les agences avec lesquelles tu bosses en local, tes contenus à l'international, que ce soit sur
le choix des mots-clés, d'une part, mais aussi sur, alors peut-être que tu vas traduire certains contenus aussi, donc sur le contenu lui-même. Dis-nous-en un peu plus à ce sujet. Un pays égale une cible, égale une façon de rechercher, de se comporter complètement différemment. Donc déjà, à partir de ce moment-là, tu sais très bien qu'une stratégie que tu as fait en France ne pourra pas être dupliquée exactement de la même façon dans un autre pays parce que ça ne fait pas sens. En SEO international, ce qui me passionne le plus là-dedans, c'est que tu as en plus toute cette dimension sociale et culturelle à prendre en compte. Et du coup, une thématique que tu abordes en France ne sera peut-être pas perçue de la même façon dans un autre pays. Je prends l'exemple encore une fois de la stratégie bière sans alcool, que j'ai derrière adaptée également en Italie. Déjà, tu fais ta recherche à chaque fois, tu vas refaire une recherche de mots-clés de A à Z pour chaque pays. Tu peux pas te rebaser sur la même liste de mots-clés traduits. Parce que déjà, là-dessus, tu risques d'avoir peut-être des petites surprises. J'ai essayé, au début, de traduire mes mots-clés quand j'ai fait ma stratégie Stout. Je peux vous dire que sur les Pays-Bas, je me suis pris un fou rire toute l'après-midi avec mon collègue, parce que quand on essaye de traduire Stout mot à mot en néerlandais, on obtient un mot genre... Non, en fait, la traduction de Stout en néerlandais, ça veut dire coquine, mais pas juste t'es coquine, c'est... T'as été très vilaine. Donc Stout, c'est aussi c'est un style de bière précis. C'est un style de bière c'est de la bière brune que j'apprécie énormément. Donc, petit cours de néerlandais, les amis, au passage. Faites attention avec Stout. Donc déjà, vous savez, là-dessus, pas de traducteur. Donc tout de suite, on fait notre recherche de mots-clés très spécifiques au pays. Et déjà, quand on compare un petit peu les deux, on se rend compte que des fois, la perception de la thématique est différente. Comme par exemple, nous, en France, la bière sans alcool, c'est un peu l'alternative facile pour avoir le goût de la bière sans boire non plus. Alors, attention quand même au piège, ça s'appelle bière sans alcool, mais il y a quand même un certain pourcentage d'alcool dedans, donc déconseillé quand même aux femmes enceintes. Hein. Mais voilà, nous, on le perçoit un petit peu comme quelque chose de cool, comme ça, alternatif, tout ça. En Italie, c'est assez négatif. C'est-à-dire que eux, dans les mots-clés qui ressortaient, c'était birra alconica, famale alla prostata. Donc, en gros, est dangereuse pour la prostate. J'ai pas rédigé d'article là-dessus en français. Hein. Donc, on se pose pas cette question en français. Donc déjà, on sait très bien que la liste également des contenus à rédiger d'un pays à un autre ne sera pas la même. Donc, il y a ça pour certains pays. Oui, il y a des articles qui vont être reliés d'un pays à un autre. Genre, qu'est-ce qu'une bière sans alcool ? Oui, bien sûr que cette question-là, tu peux la reprendre, mais tu ne vas pas pouvoir la développer de la même façon parce que la perception est différente. Des fois, la réglementation d'un pays aussi est différente. Quand j'ai dû adapter cette stratégie-là en Angleterre, mais je me suis arraché les cheveux parce que eux, ils ont 4 termes différents pour la bière sans alcool. Mais du coup, il y a un des termes, par exemple, qui normalement n'est pas autorisé par rapport à la bière en tant que telle. C'est-à-dire que non-alcoolique beer, par exemple, c'est interdit par le gouvernement. Et du coup, si on utilise ce terme-là, on peut se prendre une amende. Donc, il faut également faire très, très attention à comment on traduit ça, comment on adapte les contenus. Parce que... C'est pas qu'une question de DeepL Pro. Ça. C'est une question de culture. Mais encore une fois, c'est une question utilisateur. En fait, c'est réussir Exactement. à comprendre l'intention utilisateur, comment les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque recherche. Et c'est pour ça que j'adore travailler avec les agences et aussi avec chez nous, nous, notre équipe au service client, qui est aussi un peu notre équipe de traducteurs, sont tous natifs du pays. Donc, j'aime bien travailler en étroite collaboration avec eux pour essayer de comprendre aussi un peu leur culture et savoir un peu, OK, comment je vais réussir à monter cette stratégie-là dans ce pays-là. Et même dans les pays où on parle les mêmes langues, hein, attention, c'est aussi différent. On peut même Et avoir des hreflangs sur la Belgique, sur la exactement. Suisse. Bah, rien que la Belgique, par exemple. Donc, pour le moment, j'ai pas encore l'opportunité de customiser mon contenu comme je veux sur le site belge, question de back-office. Mais par exemple, si je voulais customiser par rapport à la tireuse à bière, mon mot-clé, ce serait pas tireuse à bière en Belgique, ce serait pompe à bière. Ah oui, ouais.
Et d'ailleurs, bière sans alcool, ça n'existe pas en Belgique, je crois. Ou alors c'est très mal perçu aussi. Et justement, quand tu fais pour... tu vois, genre quand tu dois aller, je sais pas, on va dire aux Pays-Bas, je pense que tu parles pas hollandais, comment tu fais pour comprendre l'intention de recherche dans une langue que tu parles pas, tu vois? Qu'est-ce que... Bah justement, je vais m'aider des natifs, je vais m'aider de l'agence. Donc les agences avec qui je travaille sont surtout là pour m'aiguiller. Pour contrôler les mots strout. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et pour pas avoir de grosses catastrophes, quoi. Trop bien. Et ben Super voilà. intéressant. Ouais, On apprend tous les super jours feedback. aussi avec Position Zéro. Hein. Exactement. Petit cours de néerlandais. On va poursuivre sur la seconde question. Du coup, effectivement, on a un petit peu parlé des mots. Bon, t'as partiellement répondu, mais comment tu gères du coup tes rédacteurs internationaux? Est-ce que c'est toi qui vas checker les contenus? Est-ce que c'est l'agence du coup qui va checker les contenus? Est-ce que c'est eux qui produisent les contenus internationaux? Comment ça se passe au niveau? Alors, il y a les deux. Donc, il y a une partie des contenus qui est produit par l'agence. Donc, par exemple, quand j'arrive à la fin de ma stratégie, que je vois les contenus que je dois rédiger, tout ça, si je vois que j'ai des articles qui peuvent être repris du français pour être traduits tels quels, sans trop d'adaptation, tout ça, dans ces cas-là, je vais donner à l'équipe en interne, donc au service client qui fait de la traduction, et je vais leur donner la liste des mots-clés à appliquer en plus de ça. Si en revanche, c'est un contenu qui est complètement inédit, que j'ai pas en français et que je vais pas développer exprès en français parce que ça fait pas sens, dans ces cas-là, je vais demander à l'agence de le produire. D'accord, très clair. Très clair. Très bien. Ouais. Et donc toi, au départ, tu pars sur un brief que tu fais toi, où tu vas peut-être dire on veut viser tel mot-clé, il faut utiliser tel truc. Exactement. En fait, donc, avec SEMrush, je vais chercher ma liste de mots-clés. Après, à côté, je vais rechercher mes idées de contenu. Donc là, je vais utiliser Answer the Public. Also Ask aussi. Je vais pas mal aussi regarder sur la SERP, tout simplement, quelles sont les questions qui se posent. Il y a énormément de People Also Ask qui inspirent quand même pas mal. Donc de là, j'ai ma liste un peu de tous les articles que je dois rédiger et je fais la liaison entre les deux. Donc je croise mes données. Donc il y a les mots-clés. Je vais les répartir en dessous des différentes questions. Donc à la fin, j'ai mon document Google Sheet où j'ai le contenu que je veux rédiger, les mots-clés avec le volume associé. Donc comme ça, j'ai un petit peu aussi une idée du volume de recherche que représente chaque article. Et comme ça, imaginons que j'ai un temps limité pour développer cette campagne-là parce que la campagne marketing, elle arrive très vite et je sais très bien que je n'aurai pas le temps de tout faire. Je sais exactement quels sont les contenus prioritaires à demander à l'agence ou quoi, parce que celle-là, elle va peut-être me générer, je sais pas, 900 volumes de recherche plutôt que 30. Ouais. Et encore une fois, le SEO, c'est de l'arbitrage. Finalement, c'est choisir à court terme par rapport à mon budget, choisir mon ses temps. batailles. Voilà, faut choisir ses batailles. Ouais. Yes. Et juste à dire un petit terme qu'on va rappeler pour nos auditeurs, les People Also Ask, c'est des questions aussi posées qui se trouvent sur Google quand on tape un mot-clé. Généralement, Google va en afficher plein. Et plus on clique sur une, plus ça va creuser et en afficher d'autres. Donc c'est infini et c'est hyper intéressant. Et c'est une visibilité un peu trop sous-estimée à mon goût. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui pensent trop aux positions classiques, alors qu'en réalité, il y a aussi une forme de visibilité via les People Also Ask. Et moi, je les inclus complètement dans mes stratégies éditoriales. De toute façon, les outils comme Tot, Secomptom, Yeartozo, ils utilisent dans leurs suggestions les People Also Ask. Donc souvent, on se base sur les choix de Google qui, si c'est là, c'est-à-dire que c'est recherché. Donc go, quoi. Troisième question. Ouais, super intéressant. Yes, carrément. Et d'ailleurs, on pourrait dire un mot pour notre sponsor juste après cette question. Parce que tu vas voir quelle est la question. Comment justement tu réussis à obtenir des liens, donc là on parle de backlink, sur des sites liés à l'alcool, une thématique qu'on imagine un petit peu limitée. Et du coup, petit mot pour notre sponsor, Paper Club, plateforme de netlinking. Donc du coup, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des liens. Il y a plus de 38 000 sites différents sur 10 langues différentes ou 8 langues, il me semble. Ouais. Ce qui est énorme. Donc pour une stratégie SEO internationale, c'est parfait. Et pour information, avec le code Position 0, vous avez 30% sur votre premier lien. On vous mettra le code en description. Amandine, c'est à toi. Alors là, je délègue complètement aux agences. C'est-à-dire que chaque agence, elle a un budget netlinking mensuel qu'elle gère un peu comme elle veut. Donc, évidemment, j'ai quand même un document de suivi. C'est quand même validé en amont qu'on part bien dans cette direction. Mais ils ont une meilleure connaissance que moi des sites
qui fonctionnent dans ce pays-là, des acteurs également et des indicateurs aussi qui fonctionnent chez eux. Donc là-dessus, je leur fais un petit peu confiance. C'est-à-dire que eux, donc du coup, dans mon fichier, je vois très bien le site, le lien un peu visé, certains indicateurs, des fois comme le Trust Flow ou le Citation Flow, qui sont des indicateurs qu'on trouve majoritairement sur Majestic SEO. Et de là, enfin voilà, moi je valide derrière en amont si je suis OK avec ça. Mais moi, en tout cas, je ne veux pas mettre les patounes dedans. Faut leur parler de Paper Club là aux agences. Ouais, exactement, on va leur donner. Très bien. Bon, on passe à la suivante. Ouais, carrément. Donc voilà, on a pas mal parlé de trafic, de position, etc. Mais toi, comment tu optimises la conversion? Parce que le trafic, c'est bien beau et on le dit toujours, hein, c'est bien d'avoir du trafic, mais s'il n'y a pas de conversion derrière, c'est un peu du vent. Comment toi, tu organises et optimises la conversion au niveau sur le marché de la bière, sur tes contenus? Est-ce que c'est plutôt via des articles, plutôt via tes pages de produits qui sont bien référencés? Dis-nous-en un peu plus là-dessus. Ça va être majoritairement les pages produits et pages listes, parce que ça correspond directement à des intentions transactionnelles et commerciales, donc qui est déjà beaucoup plus proche de la fin du tunnel d'achat que l'article de blog qui lui répond plutôt à une intention informationnelle, et c'est beaucoup plus difficile via un article de blog de convertir un internaute, parce que je peux même pas parler de client dans ce genre de cas-là, parce que il est juste venu chercher une information et c'est très compliqué de le faire un peu descendre dans l'entonnoir. Moi, c'est un peu comme ça que je visualise un peu l'article de blog, c'est-à-dire que en haut de l'entonnoir, tu as l'informationnel, après tu as le commercial où, ok, je t'ai donné quelques pistes de choses que tu pourrais potentiellement acheter, d'une expérience que j'essaye de te vendre, mais t'es pas encore sur ta décision finale. Genre, comment bien choisir un fût, tu vois. Par exemple, ou même quelle tireuse à bière choisir entre potentiellement la Perfect Draft ou la Perfect Draft Pro, par exemple. Et derrière, arriver vraiment à au transactionnel où, ok, là, j'ai réussi à t'emmener directement sur la fiche produit, tu l'as ajouté à ton panier et tu vas l'acheter. C'est très, très compliqué. Donc, on sait que c'est une page transactionnelle. On sait globalement que c'est forcément, oui, les pages qui convertissent le plus, comme son l'indique, transactionnel, donc il y a une intention d'achat derrière, mais maintenant toutes les pages transactionnelles ne convertissent pas toujours. Comment tu augmentes sur une page transactionnelle le nombre de conversions? Comment tu le fais évoluer d'un mois à l'autre? Comment tu le fais évoluer d'une année à l'autre? Qu'est-ce que tu changes dans ta page? Qu'est-ce que tu vas itérer? Et comment tu vas essayer si tu devais donner des conseils à une personne qui cherche à augmenter les conversions sur sa page de vente de son site e-commerce, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil concret? Nous, après, en SEO, c'est vrai qu'on agit plus en soi sur la visibilité sur les pages de recherche. Après, à l'intérieur de la page, on a même, je pense qu'on parle carrément là de SXO, carrément, de Search Experience Optimization. Très important. Hein. Ouais, très important d'inclure aussi tout ce qui est question d'expérience utilisateur dedans. Et là, forcément, ça va être aussi une démarche de travailler avec l'UX designer pour que les bonnes informations remontent au bon endroit, soient prises en compte, qu'il y ait des liens également sur ces informations. C'est pas qu'une question de design. Non, exactement, non. Il y a toute une question aussi de parcours, d'ergonomie, de temps de chargement des pages. Il y a énormément de choses à prendre en compte aussi là-dedans. Et même potentiellement, moi, ce que j'ai beaucoup vu en e-commerce, c'est tu vois, quand quelqu'un arrive sur un terme, genre fût de bière, typiquement, ou bière sans alcool, potentiellement, la bière que tu vas proposer en premier, si c'est celle qui correspond le plus ou qui convertit le plus, c'est la première à mettre là, parce que derrière, ça va optimiser tes conversions et autres encore. C'est clair. C'est comme dans les magasins, au final, quand tu arrives dans les rayons, tu mets au niveau des yeux ce qui va se vendre le plus, tu vois. Donc non, là, c'est un peu le but. C'est-à-dire qu'au-dessus de la ligne de flottaison, il faut vraiment qu'il y ait les informations clés, l'image du produit en grand. Et après, on va dire tout ce qui va être texte un peu plus SEO, etc., plus optimisé, on va le mettre peut-être un tout petit peu plus bas, parce que c'est pas forcément la chose. Le client, quand il arrive sur une page transactionnelle, il n'a pas envie de se manger un pavé de texte. Jamais. Interdit, ça. Ça dépend, attention, ça dépend les domaines. Je prends l'exemple du domaine de la formation. Si t'as une page de vente qui fait 300 mots, jamais j'achète ta formation. Tu vois, moi, je veux comprendre la pédagogie, je veux comprendre ce que je vais trouver dans la formation. Mais là, c'est pareil, c'est encore une fois une question de... C'est hyper important, donc ça dépend. Il y a aussi une question d'expérience. Aussi. Faut pas que ce soit un pavé de texte, il faut que ce soit aéré, avec des bullet points, avec des images, avec des vidéos, avec potentiellement aussi des fichiers à télécharger. Tout ça, c'est aussi une question
Ouais. Parce que je prends l'exemple de Liveventor, nos pages de vente, frérot, c'est du 7000, 8000 mots, tu vois. Et pourtant, on convertit super bien, mais il y a plein, comme tu le dis, hein, il y a plein de bullet points, il y a plein de vidéos, il y a plein d'images, c'est pas un article, tu vois. Ah non. Tout est différent, ça change tout le temps, il y a je sais pas combien de rubriques. Et je pense qu'il y a aussi une différence peut-être entre e-commerce pur et vente de formation, tu vois, là où vente de formation. En plus, déjà, souvent, il n'y a pas le même. Ah oui, c'est pas. T'achètes pas un jean comme t'achètes une formation, parce que tu vois, là, c'est un investissement sur soi, un investissement plus important aussi financier. Là, tu vois, c'est plus pour se faire plaisir, c'est plus, tu vois. Donc, c'est pas la même typologie. Il faut réfléchir en fonction de cette typologie d'achat. Comment je vais justement créer des commandes. Souvent, tu vas aller vite. Souvent, tu as besoin d'infos. Donc, en fonction de ces infos que tu vas l'adapter sur ton contenu. Et encore une fois, utilisateur, hein. C'est ça, c'est comprendre les utilisateurs, voir où ils cliquent, répondre à une intention. Ouais, c'est ça, et comprendre ce qui se passe sur ton site, et à partir de là, super. On a une dernière question. Vas-y. Du coup, c'est, tu vois, toi, t'es sur un site qui est déjà à l'international depuis quelques temps. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer à l'international, qui est au début de son process, quels sont tes best practices SEO pour se lancer à l'international? Alors déjà, il oublie DeepL et les traducteurs en ligne. Ça, je lutte sur LinkedIn pour le dire. On va faire une vidéo TikTok, c'est Non, que Amandine alors, pense de DeepL. Non, alors, je vais pas le cacher, ça m'arrive aussi d'utiliser DeepL. Alors, je pense que ça dépend quand même de la typologie du site. Si, par exemple, tu es sur une activité en B2C, là, oui, tu oublies. Parce que tu t'adresses à une cible. Très souvent, tu es sur un marché qui est très concurrentiel. Donc, si tu commences à utiliser un traducteur et que tes contenus ne sont pas parfaitement adaptés à ta cible, déjà, tu risques d'entacher ton image de marque et ça va te porter préjudice pour plus tard. Sur un marché qui est un peu plus peut-être B2B, où tu as le monopole, tu es un peu nouveau dans le milieu, etc., que tu sois peut-être pas parfait sur ta langue, ça va moins te porter préjudice. Donc, dans ces cas-là, ok, je peux le concevoir. Mais sinon, dans l'absolu, le mieux du mieux, c'est vrai que c'est de commencer à trouver un collaborateur natif pour aiguiller ça. Et après, les outils SEO que tu utilises en France, en réalité, sont exactement les mêmes pour l'international. La méthodologie ne change pas, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est plus une question d'analyse, de comprendre un peu, voilà, encore une fois, cette dimension culturelle et sociale du pays. Et... C'est super intéressant. Et j'ai un pote d'ailleurs qui a testé Yortexo, qui est un ordi français sur le marché ricain. Et du coup, comme visiblement, eux, ils ont utilisé des outils américains et que c'est un outil qui n'est pas trop utilisé aux States, et lui il a ranké de ouf sur certaines requêtes, tu vois, où ses conquis n'étaient pas du tout optimisés. Et du coup c'est marrant, des fois si tu utilises un outil, tu vois, un bon vieil outil Frenchy sur un marché qui ne l'a jamais utilisé, certains d'entre eux peut-être t'as un avantage concurrentiel. Tu peux avoir un avantage, hein, c'est peut-être intéressant. Alors, des fois il faut se méfier parce qu'il y a certains outils qui sont pas parfaitement optimisés sur certaines langues. Nous par exemple on est sur le marché suédois. J'avoue que le marché suédois, j'ai beaucoup de mal à le travailler parce que déjà la langue en elle-même c'est juste horrible, mais en plus c'est pas une langue très très développée. Ouais, non, c'est clair. Donc ils parlent tous anglais là-bas. Ouais, en plus. Mais pour y être allé l'année passée, c'est vrai qu'ils parlent super bien anglais. Sur Yortexo, tu peux choisir le drapeau. Tu vois, t'en as plein. Et tu mets ton drapeau, par exemple, si je mets le drapeau américain, je vais mettre mes requêtes en américain et ça va se mettre en mode marché américain. Tu sais, il a juste à transposer à l'algo de Google américain. Mais encore, entre américain et Angleterre, encore, ça va, c'est très développé. Mais il y a certains pays comme ça où c'est pas encore suffisamment travaillé et du coup faut faire quand même un petit peu attention, d'où le fait que c'est important quand même de travailler avec un natif. Ah mais c'est clair, les locaux, c'est là-bas. Ça change tout, comme c'est si tu faisais du business au final aux Pays-Bas, tu as besoin de connaître les codes, tu as besoin ou au Japon, tu vois, c'est complètement différent que nos codes à nous, donc c'est clair. Et là encore on parle que de l'Europe, donc effectivement comme tu dis, le Japon ou d'autres pays, ça pas encore étudier les différentes langues de ce pays, comme là on parle potentiellement de se lancer au Danemark. Quand on regarde le Danemark, c'est un peu comme la Suède. Limite, ils recherchent plus en anglais qu'ils recherchent en danois. Donc, dans ces cas-là, est-ce que tu ouvres ton site en anglais ou est-ce que tu l'ouvres en danois ou les deux. Mais... C'est pour ça qu'ils parlent très bien anglais, hein, d'ailleurs. Parce que dès le début, même là, sur leurs ordi et tout, en primaire, c'est écrit en anglais. Et c'est fou qu'ils aient même le réflexe un peu de chercher en anglais, tu vois. C'est très intéressant.
C'est souvent le cas quand t'as un seul pays qui parle une seule langue. Tu vois. Nous, c'est pour ça qu'on est nuls en anglais en France, parce que on se dit ouais, on est français, on a une langue importante, on en parle un peu partout. Et si c'était l'anglais, n'était pas la langue internationale, ça aurait dû être le français, je crois. Et donc on a un niveau critique en France, en vrai, quand on compare par rapport aux Allemands qui sont très bons, aux Néerlandais qui sont excellents. Pays du Nord sont tous excellents. Et c'est aussi pour cette raison, hein, tu vois, du fait que... Donc, très important d'adapter, hein, on l'a dit, un beau sujet. On a bien creusé le SEO à l'international hein, dans cet épisode qui était très cool. On te remercie vraiment pour ta présence. Une belle masterclass, une fois de plus. Merci, avec grand Amandine. plaisir. On espère que tu as aimé le format. Et puis, c'est pas fini. En plus, il y a le passage sur le C'est grill. pas fini, parce qu'il y a un dernier passage qui nous attend. Là, ça sent les petites épices. Là, ouais, il y Je a... sens le cigale, le barbecue. Ouais, c'est le romarin, ça. Le romarin, c'est le romarin qui a été cueilli au-dessus de la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence. Donc on va aller cuisiner tout ça, on enfile les bleus de travail, enfin plutôt les tabliers, hein, puisqu'on est en cuisine, la toque, et on y va, on va cuisiner le site en question, c'est parti. Merci à tous, du coup le passage sur le grill c'est dans une autre vidéo qui est à part, et le concept c'est tout simple, c'est Amandine devant nous qui va auditer un site en direct, donc vous pouvez retrouver la vidéo, on la mettra en description. Yes. Merci à tous. Ciao ciao, à la prochaine. Merci.